Peut-être t'en as marre de devoir toujours motiver tes élèves parce que sinon, ils bossent pas. Tu sais, cette impression de toujours devoir traîner cette classe qui résiste. Bonne nouvelle, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je t'y explique le truc qui empêche que tes élèves soient motivés et comment changer ça concrètement dans la salle de classe. C'est parti. Déjà, il faut que tu réalises que en fait, c'est pas normal que tes élèves ne soient pas motivés. L'homme, on peut aussi l'appeler ça homo cognitus, c'est-à-dire que notre cerveau a été sélectionné par des milliers, voire des millions d'années d'évolution pour qu'on puisse apprendre. Si on est arrivé là où on est en tant qu'espèce, c'est que on est fait pour apprendre. Donc, dans le hardware impliqué, mis dans la physiologie du cerveau, en fait, le fait d'apprendre, c'est quelque chose qui est normal. Normalement, on a du plaisir à apprendre. Il y a une libération de dopamine qui se passe quand on apprend. Et ça, tu le vois bien parce que quand tu laisses tes élèves tranquilles, sans rien leur demander pour l'école ou la classe, ils vont naturellement s'orienter vers des activités où ils vont apprendre des choses. Typiquement, les jeux vidéo où on apprend à être bon. Il y a un vrai apprentissage qui se fait quand on joue aux jeux vidéo. Alors, ça c'est vrai pour la plupart des élèves, mais il existe quand même des troubles de la motivation qui fait que les élèves n'ont pas ce comportement. Typiquement, la dépression induit des troubles de la motivation où les élèves juste ne font rien, donc ils ne sont pas en train d'apprendre. Donc s'il y a des élèves comme ça dans ta classe, il faut bien voir que c'est des pathologies, que tu es en limite de compétence et que c'est pas à toi de traiter ça, mais à une équipe médicale, éventuellement toi, mais en lien avec une équipe médicale. Alors tu vas me dire, c'est bizarre parce que si mes élèves ils sont programmés pour apprendre et c'est censé être quelque chose qu'ils font naturellement, pourquoi est-ce que quand je les laisse tranquilles en classe, ils ont tendance à justement ne rien faire, etc., etc. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, le système scolaire inhibe cette fonction du cerveau. Donc, je le répète parce que c'est hyper important. Tes élèves sont motivés de base. C'est inscrit dans leur cerveau. Mais le système scolaire inhibe cette motivation. Plutôt que d'essayer de motiver tes élèves, c'est-à-dire appuyer à fond sur l'accélérateur, alors que le frein à main est engagé, c'est beaucoup plus efficace d'enlever le frein à main. C'est-à-dire aller regarder comment le système scolaire inhibe cette motivation et comment renverser cela pour que les élèves arrêtent d'être démotivés. Pour faire cela, il faut voir comment le système scolaire inhibe la motivation des élèves et c'est via l'évaluation. Donc là, tu vas me dire, facile, on n'a qu'à arrêter d'évaluer et tu n'es pas le seul à penser ça, il y a des courants qui disent ça. Il se trouve que ça, en fait, c'est une mauvaise idée parce que le plus gros levier de l'apprentissage, c'est aussi ce qui va jouer pour la motivation. Je t'explique par un exemple. Pendant le confinement de 2020, on nous avait dit surtout n'évaluez pas vos élèves, ce qui est logique quand on est dans une logique d'évaluation comme d'habitude. Mais moi, j'étais déjà en évaluation constructive, donc je savais que je pouvais continuer à évaluer, que mes élèves ne seraient pas pénalisés parce que je continuais à les évaluer. J'avais plusieurs classes, il y a une classe où j'ai continué à évaluer et pas dans les autres. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que dans la classe où j'ai continué à évaluer, tous les élèves sont restés engagés dans l'apprentissage, même ceux qui n'étaient pas en visio, même ceux, etc. Ils continuaient à faire ce qu'il fallait pour être évalués, pour continuer à apprendre. Dans les autres classes, j'ai eu un temps d'abandon, un petit peu comme tout le monde, donc avec beaucoup d'élèves qui se sont désengagés, qui ont abandonné. Alors bien sûr, c'est anecdotique, c'est ce qui s'est passé dans mes classes, mais c'est un résultat vraiment très très robuste de la recherche qui dit bien que c'est l'évaluation qui permet l'apprentissage. Donc, si tu abandonnes l'évaluation, tu abandonnes l'apprentissage. Bon, là, normalement, je vous ai perdu parce que je vous ai dit à la fois l'évaluation empêche les élèves d'être motivés et l'évaluation fait apprendre, motive les élèves. Donc, c'est quoi? En fait, l'évaluation en elle-même permet l'engagement, permet l'apprentissage, permet la motivation, mais c'est la façon dont on le fait qui inhibe cette motivation chez les élèves. Et ça, on le sait depuis pas très longtemps parce que les résultats des neurosciences cognitives qui nous expliquent tout ça, ils ont été faits post-année 2000. Donc, si tu veux connaître ces résultats et comment concrètement changer tes pratiques, je te laisse aller voir en description. Je te mets un lien vers mon guide Évaluation et neurosciences cognitives, 5 pratiques d'évaluation à faire évoluer à la lumière des résultats scientifiques. Et en fait, ce que montre la recherche, c'est que ce qui empêche vraiment les élèves d'apprendre dans l'évaluation, c'est de pénaliser l'erreur. Alors là, je sais, vous allez me dire, non, mais moi, je pénalise pas l'erreur, je dis bien aux élèves que c'est important de se tromper, etc., etc. Oui, bien sûr, sauf qu'on est dans un cas du double discours, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit aux élèves et ce qu'on fait. Et ce qui compte pour les élèves, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait quand on prend notre stylo rouge, qu'on pénalise les notes lors du contrôle et qu'après cette note pénalisée rentre dans la moyenne. Donc l'élève, même si on lui dit oui, bien sûr on pénalise, mais que dans les faits l'erreur est pénalisée, ce qui va être important pour lui, c'est le fait, oui, elle est pénalisée puisque quand je me trompe en contrôle, ma moyenne descend. Et la moyenne, c'est vraiment là le nœud du problème.
Traditionnellement, on évalue en donnant des contrôles aux élèves, donc en leur demandant de performer. On va regarder comment ils performent. Ça va nous donner plusieurs notes qu'on va mettre dans une moyenne. Et par je ne sais quelle règle qui sort de je ne sais pas d'où, on va dire à partir de 3, 4 ou 5 notes, cette moyenne est significative. Et donc en fait, dès que l'élève se plante à un contrôle, eh ben, sa moyenne descend. On a beau dire « Ah, mais je vous donne une autre interro pour rattraper, tu peux te rattraper », c'est pas vrai puisque sa moyenne sera quand même inférieure. En plus, les profs de maths vous le confirmera, la moyenne, c'est un outil mathématique qui a des propriétés un peu spéciales et notamment les notes qui sont loin de la moyenne, en fait, ont beaucoup plus de poids que celles qui sont proches. Je m'explique, si jamais un élève se plante à un contrôle, il a par exemple 6, il va lui falloir 4 ou 5, 12 pour récupérer ce 6. Et alors, si tu mets même 2 ou 3, ben là, je te raconte pas, l'élève, en fait, c'est raté. Il sait que sa moyenne va être mauvaise. Donc, c'est un petit peu normal qu'on a des élèves qui aient tendance à baisser les bras. Imagine, on ferait ça avec les sportifs. On dirait aux athlètes olympiques, ce qui compte, c'est pas ton temps le jour de l'épreuve. Ce qui compte, c'est la moyenne de tous les temps que tu as fait pendant ton entraînement. Est-ce que les athlètes vont s'entraîner autant que ce qu'ils font? Probablement pas, parce qu'ils savent que si à un moment, ils sont pas bien, et ben en fait, leur note, leur score va compter pour le résultat final et on voit bien que c'est pas ce qu'il faut pour s'entraîner et devenir un vrai champion olympique. Donc si là, tu es en train de te dire « Mais Marie-Camille, elle raconte n'importe quoi, moi je suis obligée de mettre une moyenne », c'est faux. Tu es obligé de mettre une note qu'on appelle traditionnellement une moyenne. Mais personne ne t'oblige à ce que cette note sur le bulletin soit une moyenne de différentes notes. L'évaluation moyenne, telle que j'appelle, c'est le système classique. Ça n'est pas le système obligatoire. Donc oui, tu es obligé d'avoir une note ou une couleur, hein, c'est le même combat, sur ton bulletin. Mais la façon dont tu la fixes, ça c'est toi qui décides, c'est ta liberté pédagogique. En évaluation constructive, par exemple, l'élève il va décider au début du trimestre qu'est-ce qu'il vise comme note. Du coup, en fonction de ce qu'il vise, il sait le nombre d'objectifs qu'il devra remplir tout au long du trimestre. Et à la fin du trimestre, il regardera est-ce qu'il les a remplis ou pas, et donc la note qu'il a en fonction. Donc il a une note qui monte tout au long du trimestre, mais il sait où il en est et c'est pas du tout une moyenne. Si tu veux en savoir plus sur cette note qui monte tout au long du trimestre, je te laisse aller voir cette vidéo qui t'explique tout ça. Mais bon, ça c'est en évaluation constructive. Toi, tu peux choisir ton système d'évaluation, le construire. Tu peux faire tout ce que tu veux du moment que l'erreur n'est pas pénalisée. Alors attention, quand je dis ne pas pénaliser l'erreur, ça ne veut pas dire faire comme si elle n'existait pas et quel que soit ce que l'élève rend, lui dire « Oh, c'est très bien ». Non, non. Ça veut dire que si l'élève se trompe, on remarque qu'il y a une erreur, on lui dit « Non, là c'est faux, ça ne marche pas » et ça lui donne le droit de recommencer. Et quel que soit le nombre de fois où il a recommencé, il a la même note que l'élève qui a réussi du premier coup. Puisqu'à la fin, en fait, ils savent faire la même chose. Ce qui compte, c'est ce qu'ils savent faire. Exactement comme dans la logique du permis. Qu'on ait raté notre permis 5 fois ou qu'on l'ait eu du premier coup, on a exactement le même permis. Ne pas pénaliser l'erreur, ça ne veut pas dire non plus mettre 20 à tout le monde. Non, puisqu'on voit bien que les élèves vont mettre plus ou moins de temps pour valider, pour montrer qu'ils maîtrisent des compétences. Et donc, ceux qui ont validé plus dans le trimestre auront maîtrisé à la fin du trimestre plus de choses, donc ils auront des meilleures notes et ça, c'est normal. Donc, on va encore avoir dans notre classe différentes notes avec des élèves qui n'ont pas tous les mêmes notes, voire même des notes en dessous de la moyenne pour les élèves qui ne maîtrisent pas les bases. En fait, le modèle à avoir en tête pour construire ton système d'évaluation, c'est le modèle du jeu vidéo. Pourquoi tu peux t'en inspirer les yeux fermés? Parce qu'en fait, les jeux vidéo, ils sont issus de sociétés qui ont employé des années et des cerveaux pour voir ce qui motive les gens. Puisque quand tu es motivé à jouer à un jeu, tu vas l'acheter. Donc regarde ce qu'ils font parce que ce qu'ils font, c'est probablement ce qui permet aux élèves d'être vraiment motivés. Bon là, ça y est, tu es super motivé, tu dis oui, je suis prêt, je veux changer mon système d'évaluation. Bravo, tu vas voir, ça va changer ta vie et celle de tes élèves. Maintenant, ce qu'il faut que tu réalises, c'est que ce changement, il va être payant. Alors quand je dis payant, c'est pas forcément en argent, mais ça veut dire que tu vas devoir donner une ressource que tu as en quantité limitée. Concrètement, soit tu y mets du temps, soit tu y mets de l'argent, soit probablement tu y mets un peu des deux. Et donc, quelles ressources tu mets comment? Ça, c'est toi qui décides. Est-ce que tu mets plutôt du temps ou plutôt de l'argent? Ça, c'est ton choix. Je ne peux pas décider pour toi. En revanche, ce qu'il faut que tu réalises, c'est que c'est un choix à faire. Tu ne peux pas vouloir changer en disant je ne veux pas y passer de temps et je ne veux pas y donner d'argent. Ça, c'est pas possible. Et tu ne veux pas non plus dire je veux quelque chose de très rapide mais gratuit ou quelque chose de très long et très cher. Ça doit être possible, mais c'est pas malin. Donc en fait, c'est à toi de choisir ce qui est le plus précieux pour toi. Est-ce que ce qui est précieux, c'est ton temps ou est-ce que ce qui est précieux, c'est ton argent? Ça, c'est à toi de voir. Moi, personnellement, je choisis que mon temps
est plus précieux que mon argent parce que l'argent, je sais en gagner et le temps, je ne sais pas en gagner. Première solution complètement gratuite, tu vas en formation sur l'évaluation, tu sais, les formations institutionnelles dans ton établissement, via le PAF, via Formiris, etc., etc. Donc ça, c'est gratuit, ça va te prendre du temps quand même parce qu'il va falloir y aller. Et surtout, le temps que ça va te prendre, c'est que après sortie de la formation, tu vas être tout seul pour tout mettre en place. Pourquoi? Parce que ces formations, c'est vraiment juste la formation qui est financée. Tout l'accompagnement, tout ce qui est mis en place dans la classe n'est jamais financé. Donc, tu vas te retrouver tout seul en classe à mettre en place ce que tu as mis en formation. L'autre chose qu'il faut que tu vois, c'est que ces formations, elles peuvent aussi être de mauvaise qualité. Donc, peut-être tu vas devoir en faire plusieurs jusqu'à en trouver une. Vraiment, tu vas trouver des outils concrets à mettre en place. Bon, je te donne quelques astuces. Si par exemple, dans le descriptif, il y a des mots comme évaluation sommative, formative, etc., c'est pas la peine d'y aller. Ça risque d'être des grands discours sur l'évaluation comme on trouve souvent et pas des outils concrets à mettre en place en classe. Un peu plus cher, mais un peu moins long parce que là, tu peux aller directement sur des choses qui sont concrètes, c'est de lire la recherche et d'autres enseignants qui ont fait des choses pour voir quoi mettre en place concrètement en classe. Je te mets des liens en description vers des livres. Si jamais tu veux vraiment pas dépenser d'argent, tu peux les faire acheter par ton CDI, mais ça va prendre plus de temps, hein. Argent ou temps, on ne peut pas avoir les deux. Bon, mais ce qui permet vraiment de changer rapidement, c'est de l'accompagnement. D'avoir quelqu'un et une communauté qui t'accompagne au jour le jour et que tu ne sois pas bloqué avec tes questions dans ta salle de classe. Donc, où est-ce qu'on peut trouver cet accompagnement? Première solution, t'acheter une formation sur tes fonds propres, c'est-à-dire avec ton salaire. C'est forcément sur ton salaire puisque j'ai dit l'accompagnement n'est pas pris en charge par la formation professionnelle. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, tu es entièrement libre. Tu choisis n'importe quelle formation. Tu peux choisir une formation de quelqu'un qui te plaît, etc. N'hésite pas à aller bien regarder le discours des gens avant de choisir. Autre astuce, si tu achètes un produit français, toutes les formations en ligne ont au minimum une garantie satisfait ou remboursée pendant 15 jours. N'hésite pas à t'inscrire, regarder. Si tu vois que c'est concret, que ça correspond à ton besoin, tu continues. Et si tu vois que en fait, c'est pas vraiment bon, t'hésites pas, t'envoies un mail à la personne et puis voilà, c'est fini, t'es remboursé et t'as juste perdu du temps. Au moins, tu gardes ton argent pour en tester une autre. Attention donc à bien choisir une formation où tu es accompagné pas à pas, hein, pas des choses abstraites, mais vraiment des choses concrètes à mettre en place et aussi où il y a une communauté où tu ne sois pas tout seul, où tu puisses avoir des gens et des collègues qui répondent à tes questions. Le truc le plus rapide, mais aussi le plus cher, c'est de te faire coacher en individuel. Donc là, tu trouves un coach qui va t'expliquer concrètement quoi faire en classe, etc., etc. Bon, un coach, ça coûte cher. Surtout, la mauvaise idée, c'est d'essayer d'économiser sur le prix d'un coach ou de prendre un coach le moins cher possible parce qu'en fait, du coup, tu vas avoir des coachs de moins bonne qualité et au final, tu vas perdre ton temps et ton argent. Donc, pour un vrai bon coach, en dessous de 100 € par heure, c'est même pas la peine d'y penser. Je t'ai proposé plein de solutions. Si tu n'arrives pas encore à faire ton choix pour l'instant, tu peux continuer à visionner ces ressources gratuites. Donc, en description, il y a plein de ressources gratuites. Et puis, si tu sais pas trop, tu peux aller voir cette vidéo où je te montre comment concrètement utiliser les QCM en classe pour justement arrêter de pénaliser l'erreur et lancer cette dynamique qui permettra à tes élèves d'être motivés.